Bienvenue à vous dans l'émission spéciale d'ici Beyrouth consacrée à la femme, une histoire. J'ai le plaisir d'accueillir toutes les semaines des femmes libanaises porteuses d'un projet économique, social, culturel ou politique dont l'impact se fait ressentir au Liban. Notre invitée de la semaine est Léa Baroudi, fondatrice et directrice de l'ONG March, membre du réseau des femmes médiateurs de la Méditerranée, diplômée d'HEC et surtout membre honoraire de l'Ordre de l'Empire britannique. Bonjour Léa. Bonjour Lynn. Un plaisir de vous avoir avec nous en studio. Et moi, un plaisir d'être avec toi comme d'habitude. Alors, March s'occupe de la résolution des conflits sectaires avec un focus sur la jeunesse marginalisée. Et vous vous battez également pour l'égalité et la diversité. Comment l'aventure a commencé? L'aventure était très intéressante en fait, parce que l'aventure dans la résolution de conflits sectaires en particulier a débuté en 2014. À l'époque, j'étais diplômée en médiation et je voulais essayer une méthode non conventionnelle de la résolution de conflits à travers le théâtre. Et à l'époque, les combats à Tripoli, au nord, étaient encore... Battaient leur plein. Battaient leur plein. Et je me suis dit, bon, c'est là-bas qu'il faut essayer cette expérience pour comprendre. Le but de cette expérience était de comprendre pourquoi ces jeunes allaient vers le conflit. Pourquoi ils étaient en conflit? Quelles sont les vraies raisons? Parce qu'on disait à l'époque que ouais, c'était le terrorisme, l'extrémisme, etc., qui était à Tripoli, et c'était là la raison. Et moi, je n'étais pas convaincue de ça. Et donc, l'expérience a commencé. C'était très difficile pour moi de convaincre quelqu'un de nous aider à monter le projet. C'était encore bien plus difficile de convaincre les gens de la région de m'aider. Encore bien plus difficile de convaincre ces jeunes qui se battaient, qui tenaient des armes, qui étaient des combattants, de participer à ce projet. Finalement, le premier projet a vu le jour. La pièce s'appelait Guerre et amour sur le toit et avait fait participer des combattants des deux régions, de Jabal Mohsen et de Bebet Bene. Et à l'époque, ce que j'avais réalisé, c'est que ces jeunes-là ne se mêlaient pas au conflit pour de vraies raisons idéologiques, comme on le pensait. C'était des sentiments d'injustice, la peur de l'autre qu'on ne connaît pas, le sentiment d'exclusion sociale qui poussait ces jeunes à partir ailleurs pour avoir ces émotions qu'ils recherchaient. Et on avait appelé la pièce Guerre et amour sur le toit parce qu'à cette époque, les jeunes nous avaient dit que tout se passait sur le toit des immeubles. Donc des snipers qui se tiraient dessus, au rendez-vous galant, aux amis qui se rencontraient, parce qu'il n'y avait pas d'espace pour que ces jeunes se rencontrent. Et je me rappelle particulièrement, dans une des auditions, un de ces jeunes, je lui avais demandé « Est-ce que tu as un ami de Bebet Bene ?» Lui était de Jabal Mohsen. Il m'a dit « Oui, j'en ai un. » Je dis « Où tu l'as rencontré ?» Il m'a dit « En prison. » Je lui ai dit « Mais vous vivez littéralement à quelques mètres. » Il m'a dit « Où tu veux que je le rencontre dans un jardin public ?» Et c'est là où j'ai réalisé qu'il n'y avait pas d'espace déjà pour que ces jeunes se rencontrent. Et là, c'est l'aventure a véritablement commencé avec March, où on a ouvert le café culturel sur une de démarcation entre les deux régions en 2016. Et ensuite, ça s'est transformé en un programme complet, holistique, de réintégration de jeunes combattants, de jeunes marginalisés, de jeunes qui étaient même en prison pour avoir participé au combat au Liban ou en Syrie ou ailleurs. Et c'est un programme qui leur redonne un sens à leur vie et qui leur fait accepter l'autre avec toutes ses différences. Vous avez commencé avec un film, puis un café culturel, et puis d'autres projets aussi ont vu le jour. Oui. Alors, tous ces projets-là qui ont vu le jour sont liés parce qu'on a réalisé avec le travail, ça fait quand même 8 ans qu'on travaille donc dans ce domaine et à Tripoli aussi en particulier et aussi à Beyrouth et aussi avec au-delà de 400 anciens combattants, anciens prisonniers, que les raisons qui poussent donc ces jeunes au conflit sectaire, à la haine de l'autre, à la radicalisation sont très nombreuses. Il y a des raisons socio-économiques, évidemment, la pauvreté, le manque d'emploi, le manque de skills. Il y a des raisons de sentiments qu'on n'existe pas. Il y a la peur de l'autre,
Donc il y a les raisons qui sont vraiment la peur de l'autre qu'on ne connaît pas. Et en majorité, cette peur de l'autre et cette haine envers l'autre est toujours... ce n'est pas quand on leur demande c'est quoi ton problème avec l'autre. C'est pas moi je ne l'aime pas, c'est lui ne m'aime pas. Donc c'est ces préjugés qu'on a tous envers ce que l'autre pense de nous. Et donc, dû à ça, on a créé un programme holistique qui a d'un côté donc un apprentissage de métiers, beaucoup de métiers différents. Très important parce que vous créez des opportunités économiques pour ces jeunes qui ne faisaient rien. Tout à fait, tout à fait. Donc on a même créé des initiatives sociales, une petite initiative de design, de construction où ces jeunes font leur création à travers ce qu'ils ont appris. Donc ils apprennent des métiers avec vous également. Ils apprennent des métiers avec nous et non seulement ils apprennent les langues parce que beaucoup d'entre eux n'ont pas fini l'école. Donc l'arabe pour ceux qui ne savent pas lire et écrire, l'anglais pour ceux qui savent pour pouvoir être bien plus intégrés socio-économiquement. Il y a aussi un support psychologique parce que ces jeunes-là ont vraiment besoin de comprendre, de se comprendre eux-mêmes. Il y a un support légal. Ça fait partie aussi des activités. Il y a beaucoup de projets donc, de résolution de conflits, de mettre ces jeunes ensemble. L'intégration de la femme dans ces projets, dans ces régions très patriarcales où les femmes ne se mélangent pas aux hommes dans les endroits publics. Ils n'ont pas leur place dans les métiers, etc. Donc cette intégration de la femme aussi, d'accepter la femme en tant qu'acteur majeur dans la collaboration pour arriver à une société productive aussi, c'était très important pour nous. On travaille même avec l'armée, beaucoup de travail avec l'armée. C'était ça ma question, parce que j'ai vu que vous avez beaucoup travaillé avec l'armée. Oui. Alors, comment l'armée intervient dans ce projet ? Alors, quand on a vu le mapping du conflit, on a réalisé que le conflit n'était pas seulement purement sectaire. Ça veut dire que oui, il y avait une haine, une peur entre Jabal Mahsen et Bebe Tebbene, donc qui était purement sectaire et un peu politique, mais aussi l'armée avait, il y avait beaucoup de tensions, surtout d'un des côtés, envers l'armée, parce que l'armée était perçue comme, pour beaucoup de gens, comme un oppresseur, comme représentant un gouvernement qui ne leur a rien donné. Et l'armée à Tripoli, à cause des combats de 2014, est présente à la place des FSI, à la place de tout le monde. C'est la seule image du gouvernement qu'on a. Il y a eu beaucoup de tensions et de clashs avec l'armée. Donc, nous, le travail qu'on a fait avec l'armée a commencé par quelque chose de très simple. On a fait des tournois de football, c'est comme ça qu'on a commencé, où on a mélangé donc, les ex-prisonniers et combattants de BTB et Jabal Mahsen avec les membres de l'armée dans des équipes mixtes pendant des semaines. Qui se battaient pour le titre. L'idée était de changer la perception de ces jeunes envers l'armée, mais aussi de changer la perception des membres de l'armée pour qu'ils soient mieux adaptés à comment gérer les communautés post-conflit. Parce qu'il y a aussi parfois des préjugés, les membres de l'armée ont vécu aussi des traumatismes, ont aussi des préjugés, ne savent pas comment parfois traiter. Donc, et ce qu'on a réalisé en fait après coup, c'est que quel que soit le conflit et donc le démon, parce que chaque conflit, ça veut dire qu'on démonise quelqu'un, un groupe, etc. La seule façon de déconstruire ça et de le résoudre, c'est de mettre n'importe qui en face de leur démon. Parce que quand on met quelqu'un en face de son démon, on réalise que ce qu'on a imaginé n'avait pas lieu. Et c'est ça qui marche le mieux. Tout à fait. Et donc le résultat était positif par rapport à ce à quoi vous vous attendiez ? Beaucoup. Ça veut dire il y a un côté où il y a vraiment beaucoup de challenges, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce qu'on fait, parce qu'il y a la peur du nouveau, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore... on a reçu évidemment beaucoup de menaces, beaucoup de tentatives de sabotage, etc. Et ça, c'est pas évident, surtout que bon... non, mais c'est surtout que... on reviendra tout à l'heure sur ça. Vous êtes une femme dans une région où, vous le disiez tout à l'heure, les femmes n'ont pas beaucoup de droits, on ne les voit pas, elles ne sont pas actives dans la société. Et donc, combien est-ce que c'est compliqué pour une femme de travailler sur un projet pareil ? C'est assez surprenant parce que moi, quand j'ai décidé de tenter cette expérience, j'ai été très découragée par tout le monde. Depuis le début. Et ce qu'on me disait, c'était tu es trop naïve, ça ne va pas réussir, c'est des gens déjà extrémistes. Même un homme ne réussirait pas.
ce que j'ai réalisé, pourtant j'ai travaillé dans des sociétés patriarcales et avec des groupes, c'est-à-dire même avec l'armée, même avec etc., c'est au contraire. Être une femme m'a donné un avantage. Parce que être une femme, et ça j'analyse de chez moi, brise beaucoup de barrières de confiance. Ça veut dire que même ces jeunes-là sont plus prêts à montrer leur faiblesse avec une femme. Évidemment, quelque part, les stigmas sont là, mais aussi être une femme m'a aidé à intégrer les autres femmes dans le projet. Et ça, c'est important, parce que ces jeunes-là qui ont vu ce qu'une femme est capable de faire et comment elle est capable de les aider et de tenir avec eux, ont commencé à se dire, mais en fait, donc il y a quelque chose. Et ces femmes-là ont pris aussi du pouvoir. Et d'ailleurs, l'équipe est constituée en majorité de femmes. Qui est l'équipe qui travaille avec moi, par... l'équipe de March. L'équipe de March, oui. Et ça, pour moi, c'est important parce que pour le succès du projet, pas juste parce qu'il faut de la parité, etc., mais parce que j'ai réalisé qu'il y a un rôle important qu'on a à jouer et dans le conflit. Ça veut dire que nous, en tant que femmes, je pense et je suis convaincue que dans tout ce qui est résolution de conflits, de peace building, de médiation, on a un avantage. Et ça, il faut le prendre en considération. Je suis d'accord, on a un avantage. Enfin, politiquement aussi, si les femmes avaient plus de pouvoir, je crois que le pays n'en serait pas là. On fait beaucoup de choses, mais déjà... Donc, combien de personnes, hommes, femmes, ont bénéficié depuis le lancement de March de ces programmes, en fait, que ce soit dans la construction, dans l'art, dans la culture est-ce qu'il y a des chiffres, il y a des personnes qui s'en vont, il y a des personnes qui restent, comment ça se passe? Alors, le programme est très complexe parce qu'en fait, ce que j'ai réalisé qui était le plus important, c'est qu'il faut les écouter. Il n'y a pas d'activités qui peuvent venir ni importer de moi, ni importer de dehors, etc. Ça doit vraiment être quelque chose qui soit déjà adopté par eux et qui soit donc on a vraiment beaucoup varié, beaucoup adapté pour que ce programme soit, surtout que le contexte a changé. Maintenant, si je veux parler entre Tripoli et Beyrouth, entre toutes les différentes activités, parce qu'on a aussi un café culturel à Beyrouth qui a des activités pas tout à fait similaires parce que le contexte est différent. Donc vous vous adaptez en fait à la région et aux besoins des jeunes que vous rencontrez dans les régions que vous choisissez. Et moi, ça fait 8 ans que je travaille, par exemple, à Tripoli. Ça fait 8 ans que j'y suis en moyenne 2 fois par semaine. C'est très important de comprendre, d'écouter. C'est eux qui m'ont appris beaucoup de choses, en tout cas. C'est pas seulement nous qui leur ont appris. Eux m'ont appris énormément de choses qui sont très importantes sur comment la violence se crée, sur beaucoup de choses. Mais juste pour revenir à ta question, donc c'est à Tripoli, on est environ, avec les femmes, environ à 500 personnes qui ont intégré un programme continu. Ça veut dire que nous, on ne travaille pas, venez, on vous donne un cours pendant, je sais pas moi, 12 jours et on s'en va. Non, c'est un programme où ces jeunes intègrent un programme un peu comme une école où ils restent au moins 1 an. Et donc ensuite, on a un programme qui s'appelle le programme des Youth Leaders, qui a aussi été créé avec le besoin, qui est les jeunes qui ont démontré des changements énormes et qui sont capables d'impacter eux aussi leur société. Donc ça, c'est un autre programme sur lequel on travaille. Et ces jeunes restent avec nous bien plus longtemps parce que leur rôle est aussi pour la communauté. Parce que finalement, moi, quand je vois par exemple ce qui se passe à Tripoli, je me dis on n'est pas fait pour durer. Il faut que quelqu'un reprenne le travail, la mission. La mission doit commencer à être organique
de venir de la société. Et donc nous, on a beaucoup de jeunes aujourd'hui. Sans eux, moi, je ne peux pas. C'est eux qui sont hyper... Qui vont motiver les gens autour d'eux dans leur milieu, qui vont créer le changement local. Parce que vous n'êtes pas tout le temps à Tripoli. Donc il faut que ce soit des personnes locales qui bénéficient, qui en parlent autour d'elles. Et qui, eux, utilisent les mêmes outils pour aussi affecter, impacter les gens autour d'eux. Et ça, pour moi, c'est très important aussi. C'est ce ripple effect qu'on doit créer. Et donc, qui fonctionne jusqu'à et qui fonctionne malgré les challenges. Maintenant, on me demande... Et s'il y a des combats, qu'est-ce qui se passe? Je dis, on ne peut pas contrôler les guerres. Les guerres, finalement, sont décidées pour des raisons très rationnelles, qui sont des raisons d'intérêt. Les gens, l'important pour moi, c'est de les priver autant que possible de recrues. Moi, c'est ça ce que j'essaie de faire. Il faut que si jamais on se rapproche d'eux en essayant de créer un conflit ou de les emmener vers le conflit, qu'ils aient assez de résistance pour dire non, j'ai un travail, je ne veux pas. Ça, c'est la vraie résilience. Donc voilà, tout à fait, exactement. Ça, c'est la vraie résilience. Et moi, franchement, avec tout ce qui se passe, je suis malgré, et je trouve que les stigmas parfois qu'on a envers l'autre, parce qu'on ne le connaît pas. Je ne parle pas seulement des régions de Tripoli, je parle maintenant au niveau de tout le Liban. On a un problème majeur. Et qui sont simulés aussi politiquement, il faut le dire. Tout à fait, tout à fait. Et moi, je pense que politiquement, on utilise la division et la haine de l'autre pour rester au pouvoir. Ça, c'est autre chose. Mais moi, je pense qu'en fait, les deux problèmes majeurs de notre pays ne sont pas économiques, etc., etc. Je pense que, c'est la peur de l'autre. La peur de l'autre en qui on n'a pas confiance. Et qu'on ne connaît pas assez. Parce qu'on ne le connaît pas. Et au lieu de bâtir des ponts, on construit des forteresses de plus en plus. Et ça, je pense que c'est le grand danger. 2, c'est l'exclusion et la marginalisation de grandes parties de la société. Et qui, de par cette exclusion, ne sentent pas qu'ils appartiennent au Liban. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont aller se recroqueviller vers d'autres appartenances, parce que tout le monde veut sentir un sentiment d'appartenance. Donc, ils vont se recroqueviller vers des appartenances idéologiques, tribales, sectaires, externes, etc. Et ça arrive dans les milieux les plus pauvres, on va dire. Parce que c'est l'exclusion et la marginalisation. Et donc, moi, quand on discute de, c'est quelle l'identité du Liban, l'identité, etc., j'en dis, moi, ce que je pense, c'est que le Liban n'a pas besoin d'avoir une identité. Le Liban peut avoir chacun d'entre nous a diverses identités, a des multiples identités, comme le dit Amin Maalouf. Tout à fait. Donc le problème n'est pas dans l'identité, le problème est dans l'appartenance. Donc on doit faire sentir à tout le monde ce sentiment d'appartenance avec toutes nos multiples identités dans lesquelles on a. Et si on ne fait pas ça, on va toujours construire sur des bases qui ne sont pas solides, parce qu'on n'a pas un contrat social comme il faut. C'est tout à fait vrai. C'est ce qui manque, c'est ce que vous essayez de faire. Vous réussissez à faire en partie. Est-ce qu'il y a d'autres régions du Liban? Vous avez commencé par Tripoli, il y a eu un café culturel à Beyrouth. Est-ce qu'il y a d'autres régions du Liban avec lesquelles vous aimeriez travailler? Idéalement, j'aimerais beaucoup, mais vraiment, le travail qu'on fait est tellement difficile que je préfère toujours me dire, concentrons-nous sur ce qu'on peut faire et ne nous étonnons pas beaucoup. Bon, idéalement, on a travaillé un peu à Akkar, qui est aussi une région magnifique et tellement marginalisée, mais je trouve que déjà, moi en tout cas, mon cœur bat pour Tripoli parce que vraiment... ça reste la région qui souffre le plus qui souffre le plus, malgré que tout le Liban aujourd'hui souffre. Bien sûr. Mais moi, ça fait depuis 2014 que je suis à Tripoli et que je vois que même avant 2019, je vois la situation. Je vois combien... Ils sont oubliés. Est-ce que ça veut dire qu'il y a vraiment des centaines de milliers de personnes qui sont oubliées? Complètement, parfois manipulées, parfois ça aurait mieux si c'était complètement oublié, franchement. Mais c'est une grosse injustice. Et on ne peut pas bâtir une société basée sur des injustices. Et c'est ça le problème. Et donc pour moi, cet attachement que j'ai à Tripoli
de par ces gens aussi, parce que malgré tout, c'est des gens qui ont... On les a vus attachants dans la dernière pièce de théâtre Oui. qui a connu un très grand succès avec Yahya Jeber. Et donc, on a été un peu à la découverte de ces profils-là, pas seulement de Tripoli, mais aussi de Beyrouth. Et on a vu combien ils étaient attachants parce qu'ils racontaient leur histoire. Et le succès de la pièce vient du fait que les Libanais, finalement, ont réalisé qu'ils doivent juste faire un pas, en fait, pour voir que, finalement, ce ne sont pas des criminels. Et je pense que c'est ça tout le travail qu'on essaye de faire dans le théâtre pour la réconciliation, qui n'est pas seulement donc faire cette réconciliation des jeunes qui sont sur la scène, mais c'est beaucoup pour envoyer des messages que chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Moi, c'est ce que je dis. On est tous responsables de ce qui se passe. Tant qu'on n'a pas tendu cette main vers l'autre, sans préjugés, pour avoir comprendre, l'écouter, etc. Moi, à mon avis, on est tous responsables. Tout à fait, il y a une responsabilité sociale qu'il ne faut pas oublier. Léa, je voulais revenir un peu sur comment peut-on aider aujourd'hui March. Ça veut dire que je trouve que c'est assez impressionnant de voir ces hommes qui hier portaient des armes sont en train de broder aujourd'hui. Donc on le voit dans les vidéos, on n'a pas l'habitude, c'est un peu étrange on va dire. Et aujourd'hui vous avez créé Makan en fait, l'expo. Kanya Makan, exactement. Et donc du coup, comment on peut vous soutenir si on est sensible en fait et si on sent qu'on est en train de faire une différence quelque part? Alors c'est très simple en fait. Nous ce qu'on a essayé de faire après le crash économique, c'est de dire bon, on essaie de trouver un emploi à ces jeunes, maintenant ça devient plus difficile. Donc créons les propres initiatives, dont Kanya Makan. Kanya Makan, ça veut dire évidemment il était une fois. Pourquoi? Parce que ces jeunes-là, qui étaient d'anciens combattants, prisonniers, etc., racontent leurs histoires d'amour et de guerre à travers les pièces qu'ils sont en train de créer. Donc on a des personnes qui sont devenues fashion designers, des personnes qui font de la broderie, des personnes qui sont des menuisiers, des personnes qui sont calligraphistes. Et tout est créé donc à travers des pièces, que ce soit des meubles, que ce soit donc des habits, des coussins, des tableware, etc. Et tout ça est vendu soit dans notre galerie à Gemaise, aussi qui nous a été offerte et on est super grateful pour ça. Soit sur Kanya Makan, sur notre site, enfin pas notre site, mais sur notre page Instagram. Et en fait, rien que de venir et d'acheter ces produits et d'encourager ces jeunes pour qu'on puisse continuer à les faire travailler. Ils sont très beaux. C'est surtout ça qu'il faut dire. Oui, exactement. C'est très joli. Il y a le côté artisanal. Et puis aussi, on peut soutenir en donnant des meubles dont on n'a plus besoin. Tout à fait. C'est aussi très important pour les personnes qui n'ont peut-être pas les moyens, mais qui veulent un peu soutenir. Tout à fait. Aussi, en donnant des meubles dont on n'a plus besoin. On a aussi une autre initiative sociale qui s'appelle donc aussi le Love and War Tour, où il y a d'autres jeunes qui sont devenus donc un peu des hôtes ou des guides touristiques, entre guillemets, et qui, si vous montez à Tripoli, vous racontent l'histoire de la région à travers leurs yeux. Donc ça c'est aussi autre chose. On a aussi Bedco qui est la construction. Donc on essaye d'une manière différente peut-être ça c'est mon background HEC qui reprend le dessus. Mais on essaye de s'adapter. Mais le volet économique est très important. Tout à fait. Et j'aimerais conclure avec une question. Alors Léa, vous êtes membre honoraire de l'Ordre de l'Empire britannique, une décoration prestigieuse de la reine d'Angleterre que très peu de gens réussissent à obtenir dans le monde. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Écoutez, c'est un grand honneur, évidemment. Comme vous dites, ce n'est pas quelque chose qui est donné comme ça. Et pour moi, cette appréciation du travail, parce que c'est pour le travail de peace building et de droit au Liban. Donc pour moi, évidemment, ça signifie beaucoup parce que je sens parce que tous les jours, je me pose la question, on se pose des questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça va aboutir? Est-ce que ça aboutit? Est-ce qu'il faut faire plus, etc. Donc des fois, parce que quand on est dans ce domaine, on est toujours dans la remise en question, on est toujours dans l'anxiété, on est toujours, etc. Donc des fois, c'est bien de sentir cette validation, surtout quand ça vient de quelque chose d'aussi prestigieux, de quelqu'un. Donc ça fait du bien et ça booste. Ça booste. D'un autre côté, on se dit aussi, d'accord, ça c'est super, mais notre pays, bien sûr. Ça c'est une autre question qu'on se pose. Mais en tout cas,
Vraiment, ça donne un boost et ça donne une motivation pour Et aussi, continuer. ça vous rend plus responsable. Oui. Vous sentez que vous Il y a devez... beaucoup de pression. Donc depuis, c'est devenu... Vous êtes à la hauteur. Merci beaucoup, Merci. Léa Baroudi. On peut rester des heures à vous écouter, à découvrir ces projets qui font un vrai changement social, pas seulement à Tripoli, à Beyrouth et dans l'ensemble du Liban. Je l'espère. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Une femme, une histoire. Merci à vous. Ça a été un plaisir. Merci. Aujourd'hui, avec Léa Baroudi, nous avons vu comment bâtir des ponts au lieu de construire des forteresses. C'était Une femme, une histoire. Suivez-nous sur notre site web et nos réseaux sociaux.